Merci beaucoup Elsa et à tous les intervenants de cette première table ronde qui a commencé à répondre à certaines questions qui ont été lancées par les deux ministres au début de notre journée. Donc merci pour cette toute première table ronde. La prochaine session sera dédiée à la question de la protection et au stockage de nos données. Où est-ce que ces données vont? Qui sait tout sur nous? Je suis sûr que ce sont des questions que vous vous posez. On a abordé ces problématiques dans notre première table ronde et c'est une condition ô combien importante de la souveraineté numérique européenne. Cette table ronde sera animée par ma confrère, vous allez voir, elle est très sympathique, Marjorie Paillon de la chaîne France 24. Mais pour commencer cette table ronde et avant de démarrer ces débats, j'ai le plaisir de donner la parole depuis Bruxelles au commissaire européen à la justice, M. Didier Reynders. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la présidence française du Conseil de l'Union européenne de m'avoir invité à participer à vos débats d'aujourd'hui. L'Union européenne n'est pas seulement un marché unique, mais aussi et avant tout une union de valeurs. Nos valeurs communes sont la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Il importe que l'Europe numérique progresse sur la base du respect de ces valeurs. La Commission européenne est très active pour réduire les dépendances stratégiques de l'Europe, y compris dans des domaines technologiques clés tels que le cloud. Mes collègues Margrethe Vestager et Thierry Breton travaillent notamment sur les dimensions industrielles et technologiques de la souveraineté européenne. En ce qui me concerne, en tant que commissaire européen à la justice, garantir la souveraineté de l'Europe, c'est aussi garantir la protection des droits fondamentaux dans le monde numérique. Les données personnelles, par exemple, ne s'arrêtent pas aux frontières géographiques. Nous savons tous qu'il suffit aujourd'hui d'un clic pour qu'elles soient transférées en dehors de l'Union européenne. Comment, dans ce contexte, protéger nos droits et nos valeurs communes, mais aussi assurer notre autonomie réglementaire et économique? Il s'agit de défis complexes qui ne pourront être relevés qu'à travers un ensemble de solutions. Cela requiert tout d'abord que tous les opérateurs qui offrent des biens et des services au sein du marché unique européen soient soumis aux mêmes règles, quel que soit leur lieu d'établissement, en Europe ou en dehors de celle-ci. C'est cette approche que nous avons inscrite au cœur du règlement général sur la protection des données, le RGPD. Deuxièmement, au-delà des règles juridiques, il s'agit aussi de développer la capacité industrielle et technologique de l'Europe. C'est pourquoi les investissements dans le secteur numérique, de la recherche aux infrastructures, se trouvent au cœur du budget européen pour la période 2021-2027, ainsi que du plan européen de relance. La Commission mobilise tous les instruments de financement dont elle dispose pour cofinancer le développement et le déploiement de technologies de traitement de données qui soient fiables, respectueuses de l'environnement et hautement sécurisées. Plus de 20% du plan de relance européen est destiné au secteur numérique, finançant également des projets d'investissement transfrontaliers. C'est une occasion sans précédent de renforcer notre approche européenne et de contribuer notamment à une initiative à grande échelle sur la prochaine génération de technologies du cloud. Un troisième volet concerne notre capacité à influencer et à participer à l'élaboration de standards internationaux, ce que nous appelons la puissance normative de l'Union européenne. À ce niveau également, le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, constitue un levier important. Il est devenu la référence mondiale en la matière. On retrouve son influence du Brésil au Japon, de la Californie à l'Inde, pour ne citer que quelques exemples. Cette convergence réglementaire au niveau international présente de nombreux avantages, comme cela a par exemple été souligné lors de la dernière réunion du G20 à Rome. Une telle convergence permet de mieux assurer la protection des données des Européens lorsque celles-ci sont transférées à l'étranger.
Elle constitue donc un facteur de confiance qui permet de faciliter les échanges de données. De tels échanges sont essentiels aujourd'hui pour la coopération internationale dans de nombreux domaines, du commerce à la recherche, en passant par la coopération pénale. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a par exemple adopté ce que nous appelons des décisions d'adéquation avec des pays tiers comme le Japon et la Corée du Sud. Ces décisions constatent que la protection des données dans ces pays est équivalente à celle offerte par le cadre juridique européen. L'exemple de la protection des données nous montre que l'Union européenne construit sa souveraineté numérique en promouvant ses valeurs et en protégeant ses intérêts d'une manière à la fois assertive et ouverte au monde extérieur et à la coopération internationale. Des défis tels que ceux posés par les nouvelles technologies ne peuvent en effet être relevés qu'ensemble. Nous devons donc unir nos forces et rechercher en premier lieu, avec les partenaires qui partagent nos valeurs, des solutions robustes et innovantes pour continuer à développer, dans une société de plus en plus numérisée, une approche centrée sur les droits des personnes. Pour conclure, dans notre monde numérique et interconnecté, l'action de l'Union européenne contribue à garantir la protection de nos droits fondamentaux. La Commission est pleinement mobilisée. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation et je vous souhaite une bonne continuation dans vos échanges aujourd'hui. Et c'était donc Didier Reynders, le commissaire européen à la justice. On est de retour ici sur ce plateau pour justement comprendre comment construire cette souveraineté numérique en Europe et de l'Europe. On va maintenant s'attacher à comprendre comment construire cette souveraineté qui protège par le cloud, parce que c'est un marché européen estimé à 53 milliards d'euros en 2020 et qui devrait atteindre 300 à 500 milliards d'euros d'ici 2030. Accéléré par la pandémie de Covid, bien évidemment, est devenue une question stratégique d'indépendance numérique, d'infrastructure vitale et de résilience. Oui, mais voilà, le marché du cloud européen est largement dominé par des acteurs américains, Amazon, Microsoft, Google, pour ne pas les citer, qui représenteraient à eux trois 70% de ce gâteau. C'est pas moi qui le dis, mais deux études de KPMG et Synergy Research Group qui arrivent à la même conclusion. Alors comment les opérateurs cloud européens peuvent tirer leur épingle du jeu? Quelle est la réponse des régulateurs pour une meilleure protection des données des citoyens du continent? En un mot, comment construire une réponse industrielle pour le stockage des données en Europe? Pour en parler ce matin, à mes côtés, Miapetra Kumpula-Natri, vous êtes membre du Parlement européen, j'ai écorché votre nom, mais je le prononcerai bien tout à l'heure, j'en suis persuadée, commission de l'industrie, des transports, recherche et énergie. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, Francesco Bonfiglio, PDG de GaiaX, Michel Paulin, PDG d'OVH Cloud, et puis Johan Lepassard, directeur général de l'ENISA, European Union Agency for Cyber Security. On va passer du français à l'anglais tout au long de ce débat, notamment pour nos trois intervenants anglophones qui sont donc équipés de casques de traduction. Et puis on va démarrer, si vous le souhaitez, messieurs, dames, par un premier tour de panel, parce que vous représentez toutes et tous ici un maillon sine qua non de la chaîne de valeur du cloud européen et surtout de sa régulation. Quand on parle de souveraineté numérique, on parle de quoi exactement? Première question peut-être avec vous, Miapetra, justement. Vous êtes rapporteur du EU Data Governance Act qui va être présenté ce mois-ci, justement après 2 ans de discussion. Ces données stockées par les opérateurs cloud, est-ce que c'est un enjeu de souveraineté numérique avant tout? Est-ce que c'est une protection surtout qu'il ne faut pas confondre avec du protectionnisme? Merci pour m'inviter ici, mais je vais parler en anglais, c'est plus facile. Alors, je pense que le cloud fait partie des infrastructures, effectivement. Nous avons beaucoup travaillé pour la préparation au 4G, au 5G, nous avons travaillé sur la fibre et on a vu le cloud apparaître et en fait on était un peu en retard à ce moment-là. Donc ici, quand on parle de souveraineté, cela veut dire que l'on doit pouvoir choisir ce que l'on veut. Et en fait, quand le cloud est arrivé, il y avait surtout des entreprises étrangères. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important que nous ayons nos propres infrastructures
pour pouvoir faire des choix d'entreprises européennes, surtout pour les utilisateurs finaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir des capacités, des connaissances, d'avoir des services de cloud différenciés. Et je pense qu'il y a encore de la place pour les infrastructures européennes. Alors ici, peut-être que je parle de manière un peu philosophique, mais quand on regarde l'utilisation des données aujourd'hui, on peut voir qu'il y a eu des augmentations très impressionnantes dans le nombre de données utilisées et nous n'en sommes qu'au début. Donc en fait, il y a encore de la place pour d'autres acteurs dans l'économie des données, aussi du côté des infrastructures, bien entendu. Mais il faut aussi regarder comment les données sont utilisées, par qui ces données sont utilisées. Et il faut mettre en œuvre des bonnes règles. Et nous avons le règlement RGPD, mais il se pose la question de savoir qui est garant des droits des utilisateurs. En effet, les données personnelles sur le papier sont bien protégées, mais il y a encore des manques. Mais nous voulons aller plus loin aujourd'hui. Nous voulons avoir des infrastructures sécurisées, des structures fortes. Nous voulons nous assurer que les infrastructures sont sûres, qu'elles sont protégées. Et seulement en faisant cela, nous pourrons arriver à vraiment utiliser toutes les données qui sont accessibles aujourd'hui. Donc il faut aller au-delà des règles que nous avons aujourd'hui et il faut bien entendu beaucoup d'investissements comme le ministre nous l'a dit aujourd'hui. Comprendre comment, via la régulation, via la législation, on peut aussi se donner les moyens de construire justement ces infrastructures pour le cloud de demain, cloud européen, s'il en est. Marie-Laure Denis, côté CNIL, de quelle manière vous êtes confrontés d'abord aux enjeux de souveraineté numérique et puis quelles actions concrètes ça recouvre pour vous ? Nous sommes chargés, en tant qu'autorité de protection des données indépendante, de faire respecter les garanties qui sont celles que les Européens ont sur leurs données et de conforter la confiance qui est indispensable pour le développement de l'économie numérique. Et comme l'a très bien dit Didier Reynders, effectivement, les données ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Union européenne. Et nous sommes attentifs à deux éléments. D'une part, que lorsque les données sont transférées, les données des Européens sont transférées en dehors de l'Union européenne, elles continuent à bénéficier des garanties du niveau d'exigence qui est celui de la réglementation en matière de vie privée en Europe. Et d'autre part, depuis d'ailleurs notamment un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle Schrems 2 de juillet 2020, cet arrêt il a un effet rebond aussi parce que se pose la question aussi, indépendamment des transferts hors de l'Union européenne, de la question de l'accès par des autorités étrangères, par des gouvernements étrangers aux données des Européens sur le sol européen, parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction, ces données elles sont très majoritairement hébergées par des services et des entreprises américaines. Donc nous parlerons probablement, j'imagine, des solutions envisageables, mais en tout cas la CNIL, comme les autres autorités de protection des données en Europe, sont très moteurs sur d'abord l'accompagnement pour clarifier le cadre juridique, éclairer nos partenaires, notamment les partenaires européens des services de cloud qui peuvent proposer d'héberger sur des infrastructures européennes des services ou des technologies américaines. On a aussi une grosse action à l'égard des acteurs publics. On travaille par exemple avec l'UGAP, qui est le grossiste de l'État français pour les acheteurs publics, pour les aider vraiment à recommander des fournisseurs de services de cloud qui soient conformes aux exigences qu'on est en droit d'attendre. On s'est intéressé beaucoup au HDH aussi, qui est cette plateforme nationale des données de santé, qui est d'ailleurs un très beau projet, une très belle réalisation en tant que telle, mais qui est hébergée par un acteur américain qui est Microsoft, et avec un dialogue constructif avec le gouvernement, nous avons obtenu, en tout cas avec des échéances, que ceci soit transféré, en tout cas auprès d'entreprises qui sont européennes et avec des données localisées en Europe. Elles sont en partie localisées en Europe, mais aujourd'hui pas avec des entreprises européennes. Donc on donne des conseils et on fait aussi de l'action répressive, puisque avec l'ensemble des CNIL européennes, nous nous intéressons, suite à des plaintes d'ailleurs, à des entreprises, pour nous françaises, qui utilisent des services européens,
comme Google Analytics ou Facebook Connect. Et l'autorité autrichienne, d'ailleurs, de la protection des données, a déjà dit que ça n'était pas des solutions conformes, en tout cas, à l'arrêt Schrems. Et nous allons nous prononcer bientôt sur le sujet. Donc ça n'est qu'un un aperçu, accompagnement et action répressive de notre action. Et on l'aura bien compris, la donnée de santé, c'est de la nitroglycérine, visiblement. Michel Paulin, la question de la souveraineté numérique, on le voit, ce sont des enjeux politiques, ce sont des enjeux citoyens, mais c'est aussi une question business, on va pas se mentir. Comment est-ce qu'on arrive à mailler les deux quand on est un acteur leader de son secteur comme OVH Cloud ? Écoutez, je pense que effectivement, OVH Cloud est un des leaders aujourd'hui en Europe du cloud. Nous sommes un acteur français, donc européen, et nous avons aujourd'hui une infrastructure à travers le monde dans lequel justement ce que nous proposons, ce sont des solutions qui garantissent des formes de souveraineté et de confiance. Je pense que le cloud ne pourra continuer à se développer que si la confiance est rétablie avec les utilisateurs. Et ce que demande le marché, c'est un cloud ouvert, interopérable, réversible. C'est pas avec Francesco que je vais le dire, puisque c'est vraiment quelque chose sur lequel nous croyons. Et pour nous, la définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix. C'est pas quelque chose uniquement de patriotisme, de protectionnisme, pas du tout. Nous, notre conception de la souveraineté, c'est que les gens puissent avoir la liberté de choisir et de maîtriser leur destin. Et donc tous les mécanismes qui font qu'il y a soit une sorte de bac noir ou de mécanismes qui font des mécanismes de Lenkning ne garantissent pas la souveraineté. Et on voit bien aujourd'hui que l'Europe est au cœur du défi d'avoir une souveraineté numérique. Et pour nous, il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est la souveraineté des données. Qu'est-ce que c'est la souveraineté des données? C'est ce que vous venez de dire, la protection des données à travers les valeurs de l'Europe. Et pour nous, il ne doit y avoir aucun compromis. Et nous, en tant qu'OVH Cloud, parce que nous sommes européens, parce que nous n'avons aucune donnée qui transite entre nos data centers, nous garantissons justement que les lois locales soient appliquées et qu'il n'y ait pas on ne soit immunisé aux lois internationales. Après, il y a un deuxième enjeu, c'est ce que moi j'appelle la souveraineté technologique. Est-ce que l'Europe aujourd'hui a, à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, suffisamment de maîtrise des technologies pour pouvoir garantir son autonomie et donc ne pas être dans des mécanismes de préhension? Je crois que le ministre a parlé du fait que le logiciel était maîtrisé par les Américains et la technologie par les Chinois. C'est inquiétant. Et donc, il faut mettre en place, avec des acteurs comme nous, et je pense qu'OVH Cloud participe à travers des institutions comme GaiaX, mais également à travers un écosystème. Il y avait Agora qui est un partenaire. Nous avons aujourd'hui des centaines de partenaires européens qui sont capables de proposer des solutions alternatives. Il faut leur faire confiance et il faut avoir une vision à long terme. Et j'étais tout à fait en phase avec ce qui a été dit à la précédente de Régis Portis. Il faut avoir une vision à 10 ans, technologique, et une vision qui va garantir le fait. Et OVH Cloud, en tout cas, modestement mais fermement, continuera à investir en Europe, à recruter, à faire de la R&D. Nous avons une usine en Europe aussi pour construire nos serveurs. Nous sommes des rares qui construisons nos serveurs. Et nous essaierons de contribuer justement à cette autonomie européenne. Oui, Bruno Sportis, vous avez raison, qui cadrait bien le débat sur la précédente table ronde en effet. Puis je rappelle, pour abonder à votre sens, sur les enjeux du marché qui sont conséquents pour l'Europe en matière de cloud, puisque c'est plus de 500 000 emplois directs estimés à l'horizon 2027 et des investissements cumulés d'environ 200 milliards toujours d'ici la même année. Justement, je me retourne vers le PDG de GaiaX, Francesco Bonfiglio. J'ai envie de vous retourner la question justement, encore une fois, ces maillages d'enjeux sur la souveraineté numérique en Europe et d'autant plus via le cloud, c'est citoyen, c'est à la fois politique, c'est du business, c'est aussi un enjeu d'indépendance comme le soulignait Michel. Oui, merci. Je pense que tout d'abord, nous devons comprendre que le plus grand problème que nous avons à surmonter, c'est la prise de conscience. Et résumons-le en un mot, ce dont l'Europe parle depuis ces 2 dernières années, c'est exactement ça, que l'Europe soit plus consciente du problème auquel nous sommes confrontés. Nous en sommes conscients aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On nous disait autrefois que les OGM sont sont mauvais. Et puis, cela a évolué. Et la question se pose, pouvons-nous toujours consommer des OGM? Mais nous devons être plus conscients. Voilà ce dont nous avons besoin. C'est exactement ce que nous devons faire avec le numérique. Cette prise de conscience, et c'est ce que je dis tout le temps,
les données ne sont pas seulement une chose à protéger, c'est aussi une chose dont nous devons profiter de la valeur. Et nous allons le faire au cours des prochaines semaines. Il y a le règlement, le DSA, le DMA, qui va s'attaquer à cette question de créer une prise de conscience autour des données dont nous avons extrêmement besoin en Europe. Les citoyens ont besoin de comprendre que nous ne parlons pas uniquement du secteur de l'informatique, mais nous parlons de notre avenir à nous tous. Nous devons créer la compétitivité, et c'est ce que nous créons au sein de Gaia X, la compétitivité. Comment construire cette compétitivité? Eh bien, tout simplement en faisant quelque chose qui est meilleur que nos concurrents sur le marché. Il nous faut trouver des moyens pour être meilleurs que nos concurrents. Et nous le faisons à travers l'agrégation. C'est un des éléments les plus importants au sein de Gaia X. L'agrégation va main dans la main avec la fédération. Une des limites de l'Europe au cours des dernières années, c'était la fragmentation. Nous avons un marché qui est extrêmement fragmenté. Et nous pouvons en faire, à travers l'agrégation, un nouveau pouvoir, créer des nouvelles infrastructures de cloud qui sont fédérées, des offres fédérées. Nous devons combiner nos forces qui profitent de notre industrie, qui est distribuée, qui est localisée, donc cela ne va pas dans la culture des différents pays. Nous pouvons créer de nouvelles plateformes qui sont sûres, compétitives, et nous le faisons, je le dis encore une fois, à travers une chose innovative. Nous décrivons ce que nous voulons faire, mais nous le créons également. Techniquement, nous construisons un cadre de gouvernance que nous appelons des services fédérés qui relieront les différentes infrastructures. Nous n'avons pas besoin d'attendre une nouvelle infrastructure. Nous devons relier les différentes infrastructures pour que les propriétaires de données puissent échanger des données de manière sécurisée, échanger leurs infrastructures pour en créer de plus grandes, de plus compétitives. Et voilà le concept de confiance dont tout le monde parle. Nous avons besoin de cette confiance. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut montrer quelque chose d'objectif. Et c'est ce que nous faisons à travers nos différents cadres, à travers nos réglementations qui viennent de l'ENISA, par exemple, ou d'autres organisations. Et ces règles, nous les transformons en quelque chose de très concret. C'est le défi, mais c'est ce que l'on attend de nous. Gaia X a été construite par l'Europe, pour l'Europe et au-delà. Nous ne vivons pas en dehors du monde réel. Le monde réel est un monde de données distribuées et nous devons être compétitifs dans ce monde réel. Révi, cette vie réelle, notamment de la fédération du cloud. Dans quelques instants, j'ai bien compris que nous vouliez donc pas de cloud élevé aux OGM, jusque-là tout va bien, mais je vais me tourner vers Yoann Lepassard, justement parce que le European Union Agency for Cybersecurity, c'est très important parce que cette souveraineté qui protège, elle protège avant tout nos données, nos infrastructures, parce que ce sont des enjeux majeurs de cybersécurité. Je crois d'ailleurs que l'ENISA préfère utiliser le terme d'autonomie stratégique en matière de numérique. Thank you. Je voudrais tout d'abord remercier la présidence française d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui autour de ce thème très critical pour l'avenir de l'Europe. Donc la souveraineté numérique d'Europe, digital sovereignty. La souveraineté numérique, il y a plein de manières de le définir, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est qui fonde véritablement ce concept. Et c'est pourquoi je souhaite remercier le commissaire Reynolds, mais aussi Madame Denis, de le dire très clairement. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais il y a des enjeux bien concrets sur quoi nous fondons notre prospérité, comment nous défendons nos libertés. Voilà les points sur lesquels nous devons nous concentrer. Et nous devons le faire en ayant bien conscience que l'Europe doit coopérer avec ses partenaires. Il ne s'agit pas d'une opposition directe à ses partenaires. Cela ne s'oppose pas aux cadres de coopération qui sont nécessaires pour notre liberté, pour notre expansion, nos
notre prospérité. Nous devons trouver le juste milieu, le bon équilibre, car il y a d'autres acteurs, des pays tiers, qui tentent de renforcer leur souveraineté, leur propre souveraineté, aux dépens de notre liberté, aux dépens de notre donnée. Et voilà où la ligne doit être claire. Nous devons dire, si il y a des questions qui touchent au cœur de notre sécurité, la sécurité de nos citoyens, de nos États membres, de l'UE, alors nous devons être très clairs et nous assurer, par exemple lorsqu'il s'agit de la sécurité de données, qu'il y ait des mécanismes en place qui garantissent que ces données ne sont pas exploitées, utilisées par des pays tiers. Les mécanismes existent, sont en place, protègent ces données d'un point de vue technique, oui, c'est important, mais aussi du point de vue juridique. Et c'est aussi une raison pour laquelle notre agence est en train de présenter le système de certification pour les services cloud, car ces différents systèmes ne sont pas isolés des uns des autres. Nous ne pouvons pas ignorer ces enjeux, nous devons les prendre, nous en préoccuper, de sorte que nous prenions en compte ces différents aspects. Et cela ne signifie pas que les fournisseurs d'accès ne peuvent pas entrer sur notre marché. Ils peuvent le faire, naturellement. Mais nous parlions de la cybersécurité. Bien sûr, les assurances les plus hautes sont importantes et tous les services en ont besoin. Bien sûr, il y a un nombre de services qui concernent la gestion des données, etc. Et ce n'est pas nécessairement des données personnelles. Et là, les fournisseurs d'accès peuvent être ouverts à différentes solutions. Mais pour la plupart des services, pour les services les plus importants, les services critiques, nous devons nous assurer que les critères incluent des éléments juridiques pour que notre sécurité, notre cybersécurité soit garantie. Merci beaucoup. À ces nouvelles normes en matière de cybersécurité dont vous allez définir les termes exacts. Et surtout, je rappelle qu'en matière de cybersécurité, les infrastructures vitales, que sont justement les storage cloud, sont extrêmement importantes. On peut notamment faire référence en ce moment au début de conflits, s'il n'est résolu par de la diplomatie, entre la Russie et notamment l'Ukraine, qui peut toucher aux frontières européennes, notamment en Estonie. Et c'est la raison pour laquelle notamment l'OTAN et ces infrastructures en matière de cybersécurité sont si importantes en ce moment. On va rester un instant sur la question de la sécurité et de l'intégrité des données, justement, parce que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on assure cette sécurité et cette intégrité des données des citoyens et des entreprises européennes. Quelles sont les dépendances aussi de la filière, par exemple, et en quoi ça expose cette filière à des dispositions extraterritoriales. Michel Paulin, par exemple, en tant que fournisseur de cloud français, est-ce que vous êtes soumis aux mêmes exigences que les autres fournisseurs opérant en Europe ? Alors nous sommes soumis aux lois locales, nous sommes une société française de droit européen. En revanche, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act, au FISA ou à toutes les lois extraterritoriales. Mais nous sommes basés aujourd'hui à Singapour, donc on respecte les lois singapouriennes. Nous sommes en Australie. Nous sommes aussi aux États-Unis. Et donc nous avons décidé d'isoler les États-Unis. C'est-à-dire que très concrètement, un client ne peut pas avoir un contrat mondial. Il doit avoir deux contrats. Un contrat sous un droit, par exemple, européen et un contrat américain. Et de plus, techniquement, parce que nous sommes convaincus que la souveraineté, c'est vraiment légal et technique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux sujets qui sont très très importants. Ce n'est pas uniquement de la technique de cybersécurité, c'est vraiment la capacité de garantir que les données ne transitent pas, que les droits qui sont appliqués à chacune de ces données n'importe où soient garantis, soient auditables, soient transparentes. Et donc nous, ce qu'on a fait le choix, c'est par exemple d'isoler les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont totalement isolés, le système d'information est isolé. Nous avons fait le choix aussi que le client puisse décider où sont ces données physiquement. Donc c'est un choix, il décide de le dire, moi je le mets à Singapour, je le mets à Gravelines, je le mets à Roubaix, je le mets en Allemagne, je le mets en Angleterre. C'est lui qui fait le choix. Et nous n'avons aucune métadonnée qui transite entre les data centers. C'est-à-dire que techniquement, nous avons mis en place le système qu'il n'y a pas d'échange de données. Le cloud, ça peut être très compliqué. Et quand vous avez des échanges de données permanentes, l'autre chose qui est importante, c'est que nous ne touchons pas aux données de nos clients. On a vu qu'il y a un certain nombre d'acteurs, il y a eu un certain nombre de scandales aux États-Unis.
où certains accèdent aux données des clients, utilisent ça soi-disant pour améliorer leur système. Nous ne faisons pas ça. Et donc c'est très important qu'on ait à la fois cette vision légale et cette vision technique pour garantir la cybersécurité, mais aussi garantir la confiance. Où sont mes données de santé? Qui a accès? Par où transitent-elles? Qui en a le droit? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des choses sur lesquelles, si on veut rétablir la confiance au moment de la crise sanitaire, c'est important que ces choses-là soient totalement transparentes et que les mécanismes de locking et de boîte noire, elles, doivent être prohibées. Et j'en suis tout à fait d'accord. Toutes les données ne doivent pas être protégées de la même façon. Mais en revanche, les données sensibles, elles, doivent être extrêmement protégées. Oui, et je voyais Marie-Laure Denis justement vous écouter quand vous parliez notamment de ce choix qui est fait par vos clients de pouvoir localiser leurs données où ils le souhaitent, sauf qu'en effet, il y a quand même différents degrés de données et des données notamment vitales qu'on ne peut pas protéger comme les autres. Quand vous entendez les offres proposées par Michel Paulin, Marie-Laure, vous vous dites quoi? Que la CNIL va surveiller de près ou au contraire vous lui faites confiance? Tiens. Nous voyons d'un œil prometteur en tout cas ces partenariats qui permettent à des technologies ou à des services américains, parce que ce sont eux qui sont dominants, de pouvoir, sous licence, être hébergés par des entreprises européennes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'année dernière, je crois, à peu près l'ensemble des acteurs français qui s'engagent dans de tels partenariats. Michel Paulin, naturellement, avec OVH. Il y a aussi Thales, aussi avec Google. Il y a aussi un partenariat, un projet qui s'appelle Bleu entre Orange, Capgemini et Microsoft, ce qui nous ramène aux données de santé, notamment dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Et je partage entièrement ce que dit Michel Paulin sur la nécessaire transparence, sur le fait de pouvoir être audité et sur la confiance qui est nécessaire. Mais pour résoudre, ou tenter de résoudre en tout cas à court et à moyen terme, cet enjeu absolument fondamental de souveraineté numérique, notamment en ce qui concerne la protection des données, soit il faut qu'il y ait une loi américaine qui rehausse les standards de protection des données d'une façon qui soit équivalente en quelque sorte à ce qui existe avec le RGPD en Europe pour permettre à ces données de circuler librement. Soit il y a un certain nombre de mesures qui existent, supplémentaires possibles, sur lesquelles le CEPD, le Comité européen de la protection des données, c'est-à-dire l'ensemble des 27 000 européennes, a attiré l'attention, du chiffrement, etc. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga. On peut lister un certain nombre de mesures supplémentaires. Soit il y a à court et moyen terme, avant de développer des offres éventuellement totalement européennes, enfin, voilà, ces enjeux prometteurs en termes de partenariat. Je voudrais juste me permettre de dire un mot sur la cybersécurité, parce qu'on n'assimile pas assez le RGPD à la cybersécurité. Or, à ma connaissance, le RGPD, c'est le seul texte en Europe qui impose des obligations, non pas de résultats, mais de moyens en matière de sécurité. Et de déclaration aussi. Et de déclaration, exactement. Une de ces obligations, il y en a 3, c'est les obligations de notification de violation de données au CNIL des différents pays européens lorsqu'elles comportent des risques, pour savoir si vous en informez notamment les personnes qui sont concernées en fonction de la sensibilité des données, du nombre de personnes concernées. Les obligations de tenir des registres de traitement, de faire des études d'impact pour les traitements de données à risque. Et nous, on fait beaucoup d'accompagnement sur la cybersécurité, beaucoup d'actions à l'égard des acteurs et de l'écosystème, et 40% de nos sanctions concernent des manquements relatifs à la cybersécurité. Et on y viendra peut-être, mais cybersécurité, ça veut dire aussi des actions à venir en matière de certification, que ce soit de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et de l'ENISA. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, les CNIL européennes sont très, et la CNIL française, qui travaille très bien avec l'ANSSI, très investie sur ce sujet. Absolument, vous lisez dans mes pensées, parce qu'on va parler de certification d'ici quelques minutes. Mais d'abord, je voulais justement retourner la question à Mia Petra, parce que si je ne m'abuse, le Data Governance Act, le DGA, c'est une des pierres angulaires aujourd'hui de la réponse législative européenne pour renforcer cette souveraineté numérique dans le secteur des données. Et il y a justement une pièce dans cette régulation qui est assez intéressante, puisqu'elle va aller dans le sens de Michel Paulin, puisqu'elle elle veut assurer en tout cas une meilleure portabilité des services cloud, ainsi qu'une meilleure protection face aux législations extraterritoriales. Est-ce que quand si le DGA est du coup accepté par l'ensemble des États membres d'ici la fin de l'année, je crois qu'il est présenté à la fin de ce mois-ci, on pourra changer d'opérateur cloud comme on a envie?
lorsqu'il s'agit de données sensibles, de sources publiques, il faut davantage de transparence pour pouvoir avoir davantage de confiance quant à la protection de ces données. Telle était l'idée. Il reste des données de gouvernance qui ne sont pas encore ouvertes pour les nouvelles innovations, pour le domaine de la santé. C'était donc une manière d'améliorer la possibilité d'utiliser cette partie des données de sources publiques sans encourir le risque ou les menaces tierces. Je suis d'accord sur le fait que l'IDPB remet en cause beaucoup de choses, et à juste titre, mais lorsqu'il en va de données industrielles, il est parfois difficile de faire la différence. Mais lorsqu'il y a une partie de données personnelles, alors s'applique une sécurité stricte. Mais si je peux le dire, en ce qui concerne le DGA, ce qui était important, c'était la création de la confiance dans ce secteur. Et je regarde au secteur industriel, il faut encore que nous agissions du côté public. Et la dimension des espaces de données. Lorsque ces espaces seront développés, ce sera un bon socle pour le DGA. Et cette loi sur les données nous permettra d'avoir une réponse industrielle à ces questions. Alors cela ne vaut pas simplement pour les données personnelles, mais également pour les écosystèmes de données. Et les PME peuvent avoir confiance en le marché. Ce ne sont pas leurs données privées. Mais il y a un marché, il n'y a pas de situation de monopole. Et cela, nous pourrons aborder les droits des différentes couches des systèmes de données. Nous avons élaboré cela dans la stratégie sur les données que j'ai élaborée pour le Parlement européen. Alors nous voulons répartir ce marché parmi les acteurs du domaine des données. Et nous allons travailler sur ces possibilités dans le domaine des données à l'avenir, et je pense que la compétitivité stimule les innovations. Alors nous n'allons pas fermer l'Europe en ce qui concerne les données. Je suis ravi que nous ayons les représentants de Cloud et qu'il y ait des opérations en dehors de l'Europe. Créer donc un climat de confiance avec les réglementations à l'européenne, d'autres suivront peut-être. Il faudra mettre en œuvre les règles que nous mettons en place pour nos données. Mais nous espérons qu'il y aura cette convergence réglementaire qui nous permettra d'avoir davantage de confiance, tout du moins entre les pays qui partagent les mêmes valeurs en matière de flux de données et d'innovation pour les entreprises et les citoyens européens. Et nous espérons que ces innovations permettront de créer des emplois et de la richesse sur le continent européen. Changement de ce que vient de dire Madame la députée, qui a parlé de convergence des législations en Europe. Ça me paraît être un point extrêmement important, quitte à être un peu général, mais il y a un foisonnement d'initiatives législatives européennes qui vont vraiment dans le bon sens en matière de régulation du numérique et d'affirmation d'une volonté politique européenne en la matière. Je me permets juste d'attirer l'attention sur la nécessaire articulation de ces différents textes, DMA sur la concurrence, DSA sur les contenus, DGA, Data Act, projet de règlement sur l'intelligence artificielle, projet de règlement e-privacy, ça fait au moins 6 textes. C'est passionnant, ça couvre beaucoup de champs de régulation, mais il faut quand même avoir en tête 2 éléments. C'est d'une part qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ces textes à venir et le socle de la régulation numérique européenne, qu'est le RGPD, qui est devenu de fait le standard mondial en matière de protection des données et qui a ce caractère extraterritorial que nos amis hors Europe comprennent. Et puis, d'autre part, cohérence sur le traçage, les modalités de recueil du consentement, l'évaluation des risques systémiques, etc., des choses très concrètes.
Et puis d'autre part, la question de la gouvernance. Comment tout ça s'articule? Comment les autorités de protection des données s'installent, si j'ose dire, ou continuent à s'installer dans le paysage? Je pense qu'il y a un certain nombre de textes sur lesquels elles ont vocation à être naturellement des autorités compétentes. Je pense au projet de règlement sur l'intelligence artificielle, parce que fondamentalement, dans les traitements de données, ce sont des données à caractère personnel qui sont en cause, ou sur le Digital Governance Act, par exemple. À l'inverse, pour d'autres textes pour lesquels elles n'ont pas nécessairement à être autorités compétentes, il faut quand même qu'il y ait une interrégulation qui soit institutionnalisée, qui soit prévue. Et donc ça, c'est peut-être à finaliser encore dans les textes qui sont en gestation. Oui, on parle beaucoup d'interopérabilité ici des données et justement des infrastructures cloud. Je pense que si je lis dans les pensées de Marie-Laure Denis, un peu d'interopérabilité des régulations ne serait pas non plus malvenue. La vie n'est pas un long data lake tranquille, Francesco, puisque Gaia-X a connu quelques rebondissements ces derniers mois. Vous avez accueilli au printemps dernier 212 nouveaux membres, ça c'est bien, mais notamment des sociétés chinoises et américaines, et devant l'arrivée de Huawei ou Palantir, par exemple, certains membres ont préféré quitter, peut-être temporairement, on ne sait pas, l'Airbus du cloud. Dans ces conditions spécifiquement, comment est-ce que l'initiative Gaia-X peut là aussi faire progresser la sécurité et l'intégrité des données des entreprises et des citoyens européens en accueillant, alors si je traduis la pensée de certains acteurs, faire entrer le loup dans la bergerie? C'est une question que l'on me pose beaucoup. Je vais commencer avec la première partie. Pourquoi décider de s'ouvrir à des membres de partout dans le monde? C'est une décision qui a été prise par l'association, qui est une association privée d'ailleurs. Nous n'avons pas de succursale, de filiale, de financement public. Ainsi, nous sommes la voix du marché. Et nous avons décidé que nous voulions avoir une aventure commune entre tous les acteurs. Je crois que Gaia-X est l'initiative la plus représentative, je ne dirais peut-être pas dans le monde, mais pas simplement en Europe en tout cas, des fournisseurs. Nous avons plus de 320 membres et 22 supplémentaires il y a 1 an et demi. Et nous avons maintenant plus de 20 pays représentés et, comme je l'ai dit, des centaines de membres. Alors la première question est pourquoi? Pourquoi est-ce que des membres doivent rejoindre Gaia-X? C'est la première question que j'entends. La réponse est que ces membres veulent pouvoir jouer sur le marché européen. L'Europe fait figure de proue. Comme nous l'avons tous dit autour de cette table, nous voulons être pionniers en matière de réglementation. L'Europe veut l'être, veut être en avance sur le marché et dicter de nouvelles règles, des règles de transparence, d'interopérabilité. Alors, un autre élément très simple, nous n'avons pas ce problème du lock-in. Il n'y a tout simplement pas d'alternative il n'y a pas de réglementation qui puisse gagner le lock-in. Il faut plusieurs alternatives compatibles sur le marché. Si elles sont compatibles, elles sont interopérables. Et c'est ce que nous proposons. Nous proposons de nouvelles règles qui permettront de garantir que tout un chacun disposé à adhérer à nos règles n'aura qu'à décrire leurs services de manière transparente, en rendant les caractéristiques bien claires et visibles, en expliquant les services qui sont proposés par ce fournisseur, et nous effectuerons une comparaison avec d'autres fournisseurs qui proposent les mêmes services. Et nous aurons un indice de confiance en quelque sorte. On pourra voir si la confiance au VH est supérieure ou inférieure à d'autres. Et cette nouvelle approche se fait basée sur l'ouverture et la coopération. Alors, les pays non européens ne font pas partie du conseil d'administration de Gaia-X, puisque nous voulons créer cette révolution fondée sur les principes européens. Personne ne doit dicter nos missions et nos principes. À un moment donné, les acteurs devront faire un choix. Souhaitent-ils adhérer à Gaia-X et rendre leurs services compatibles et conformes? Mais ceux qui ne font pas partie de cette nouvelle aventure
devront décider d'adhérer à Gaia-X ou non. Mais nous ne changerons pas notre direction. Nous voulons des règles équitables pour tous. Les 11 Français qui avons participé à la création de Gaia-X, et nous sommes au board et nous soutenons l'initiative. Je pense que c'est une très belle initiative. Le RGPD est une fierté de l'Europe et nous devons nous dire, comme vous l'avez dit, que c'est une fierté de militer et d'agir surtout pour un cloud ouvert, interopérable et réversible. Et donc nous sommes aujourd'hui, avec tout l'écosystème français et européen, très très motivés pour proposer des solutions. On est nous un ardent défenseur de l'open source. On a annoncé publiquement qu'on mettrait l'ensemble de l'open source, qui justement est un des premiers éléments de preuve comme quoi nous aurons des API ouvertes, des API documentés, etc. Parce que nous pensons qu'il est dangereux que le marché du cloud soit un oligopole de fait dans les mains de 2 ou 3 acteurs ou 4 acteurs qui possèdent la totalité. Pour l'Europe, mais peut-être même pour le monde. En revanche, je l'ai déjà dit publiquement, pour Gaia-X, je crois que l'enjeu, on est au milieu du chemin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail et on soutient beaucoup, parce que je crois que la crédibilité de ce projet dépendra aussi, de la fourniture de l'ensemble des régulations, des policies, des labels. Et moi, nous disons que si des acteurs ne sont pas compliant avec ça, il faut à ce moment-là les exclure. On est ouvert a priori, mais il faut exclure ceux qui ne jouent pas le jeu, parce qu'autrement, c'est de l'entrisme. Et pour éviter l'entrisme, justement, il y a 12 initiatives pan-européennes qui viennent compléter celle de Gaia-X, par exemple. Je peux citer Euclidia, par exemple, qui rassemble plutôt les PME du cloud. Vous vous dites quoi, tous les deux? Que finalement, plus il y a de porte-parole de ces questions de souveraineté numérique via le stockage des données, via le cloud, le mieux, justement, il y aura cette awareness dont Francesco parlait en ouverture du débat, et le plus on peut porter haut les couleurs du cloud européen? Ah oui, je pense. Et puis, moi, je pense qu'il faut. On parlait du marché fragmenté à un moment. On ne peut pas se fragmenter. On parlait justement de la cohérence. À un moment, il faut jouer le jeu. Nous, on part pas du. On s'investit dans Gaia-X parce qu'on ne déserte pas au milieu de la guerre. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu de crédibilité de Gaia-X, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement noble. Donc recréer des systèmes à côté, à droite pour fragmenter. Il y avait aussi, juste avant, tout le problème de la fragmentation du financement. C'est un problème aujourd'hui en Europe, c'est justement cette fragmentation. Je pense qu'il faut rester unis, il faut rester volontaire, il faut rester déterminé, totalement en confiance avec nos valeurs. Et à ce moment, si les gens ne jouent pas le jeu, il faut les exclure. Mais je pense que ce serait regrettable de continuer à éparpiller, ce qui est un des grands défauts aujourd'hui de l'Europe. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'on part de loin en France, notamment avec le grand emprunt qui devait financer 2 alliances de cloud souverains s'il en est. On voit qu'aujourd'hui, on est encore arrivé à une autre étape de cette structuration de l'écosystème du cloud. Michel Pouin me fait donc un clin d'œil, je crois qu'il a compris en effet cette référence. Alors, justement, on va, dans les minutes qui nous restent, essayer de se concentrer sur quelque chose qui est fondamental, notamment en matière de cybersécurité et donc de souveraineté numérique pour l'Europe. Évidemment, c'est dans la constitution de ce nouveau écosystème du cloud européen, cloud de confiance, cloud de transparence, ces questions de cybersécurité, de normes et surtout ces questions pour essayer de comprendre comment mieux maîtriser les enjeux en matière de sécurité. C'est évidemment ce projet de schéma de certification qui agite l'écosystème du cloud européen, Johan Lepassard. Concrètement, on parle de quoi déjà quand on parle de schéma de certification avec l'ENISA ? Merci. Je crois que ce qui est important, c'est de préciser que la cybersécurité, comme toute sécurité, n'est pas absolue. On parle de niveau de garantie que l'on peut donner aux individus. L'essence de la cybersécurité et de ce schéma de certification, c'est la transparence. Et comme vous l'avez dit, c'est important pour que les individus puissent faire un choix. Pas simplement les individus en tant qu'individus, mais en tant que clients et en tant qu'État. Alors la manière de créer ce schéma de certification, eh bien, c'est de s'intéresser aux différents niveaux de sécurité. Avec ce schéma, nous dressons un ensemble de critères d'organisation auxquels les membres doivent adhérer.
sur lesquels ils doivent se fonder pour donner des garanties aux consommateurs, mais nous leur demandons d'effectuer des auto-évaluations. C'est pourquoi nous parlons d'un niveau basique d'assurance. Ensuite, il y a des exigences qui sont les mêmes, mais il y a une évaluation par un parti tiers, un organisme qui s'assure que vous respectez les engagements. Et ensuite, il y a le dernier niveau d'assurance, en plus de ces critères de transparence qui sont déjà là, en plus de cette évaluation par un partie tierce, on s'intéresse à d'autres aspects, comme les chaînes d'approvisionnement. Qu'en est-il du contrôle juridique de ces entités? Comment nous assurer qu'il y a une transparence en ce qui concerne qui contrôle ces entités? Et s'il y a une question de sécurité publique, les États peuvent avoir déjà accès aux outils nécessaires. Il faut établir des limites. Donc je crois que ce schéma de certification est en fait une tentative d'aider les acteurs du marché à inclure la cybersécurité par la conception, la cybersécurité par défaut dans leurs services, d'une manière qui soit conforme aux valeurs européennes de l'Union européenne et conforme à nos objectifs, et notamment de garantir une souveraineté numérique pour l'Europe, et dans des domaines où cela s'avère critique. Le cloud fait partie de ces domaines. Et il nous faut garantir que nous ayons des fournisseurs d'accès innovants sur nos marchés. Alors, nous ne verrouillons pas le marché. Je pense que c'est un aspect important. Cette certification est un schéma d'ouverture qui permet à d'autres d'interagir sur ce marché. Un élément important sur lequel je voulais apporter d'autres précisions, très brièvement, le RGPD et la cybersécurité sont étroitement liés. La cybersécurité implique la protection des données, et c'est pourquoi nous nous assurons que nous avons de bons éléments de cybersécurité, des bonnes exigences pour le RGPD. Il faut une conformité en matière de cybersécurité, répondre à certaines exigences, et je m'assure qu'à l'avenir, il puisse y avoir, nous allions davantage, nous allions au-delà de ce schéma de certification pour qu'il puisse y avoir une certification pour dire qu'il n'y a pas une seule conformité vis-à-vis de la cybersécurité, mais une conformité RGPD. Ouvert pour justement pouvoir s'adapter, être plus résilient, j'imagine, plus agile aussi aux évolutions à la fois du marché, de l'industrie et des régulations à venir. Je voulais juste me retourner très rapidement vers Michel Paulin pour comprendre comment est-ce que, et Francesco aussi, comment est-ce que les industriels justement de ce cloud, et Marie-Laure ensuite, comment est-ce que les industriels de ce cloud vont pouvoir mettre, enfin d'abord, est-ce que vous allez être compliant tout de suite avec ce nouveau scheme dont Yoann parlait? Écoutez, je ne sais pas parce que tout n'est pas encore finalisé. Moi, je pense que les certifications, c'est bien pour le marché. Et c'est une bonne chose parce que ça rétablit la confiance. La deuxième, c'est que OVH Cloud investit massivement pour être certifié partout en Europe. Je pense que nous sommes le seul opérateur aujourd'hui dans le monde, à avoir toutes les certifications européennes. C'est-à-dire Secnum Cloud en France, qui est le plus haut niveau, mais aussi C5, J-Cloud, Agid. Donc nous sommes le seul aujourd'hui à l'ensemble. Secnum Cloud, il y en a deux. Donc on sait que les autres n'ont pas toutes ces certifications. Et donc nous, on pense que c'est important pour le marché, c'est important pour les utilisateurs, c'est important pour les clients. Et il est indispensable qu'on soit capable d'avoir ces différents niveaux de certification évolutives. Et nous, en tout cas, OVH Cloud, on a beaucoup investi pour pouvoir être Secnum Cloud en France et participer au cloud de confiance, qui est aussi un moyen de protéger les données, qui est un moyen aussi de garantir la sécurité, qui est un moyen de faire la cybersécurité. Et donc, nous continuerons à investir massivement pour obtenir ces certifications. En revanche, on demande qu'elles soient exigeantes. Ouais. C'est justement vous qui demandez d'upgrader le niveau d'exigence. Bien sûr, parce que les exigences aujourd'hui, c'est que si on n'est pas exigeant sur certification, vous ne rétablissez pas la confiance. Le troisième niveau de la certification européenne doit inclure l'ensemble du panorama.
la compliance avec les RGPD, l'immunité des droits, territoriaux. Il faut que ce soit immuné au droit extraterritorial et l'ensemble des critères de sécurité au plus haut niveau. Je vais rajouter un critère d'exigence. Il nous reste exactement 2 minutes 30 pour boucler ce débat. Donc, qui veut prendre la parole le prend. Marie-Laure Denis, tiens, de façon Rapidement, mais je laisserai la parole après. La certification, c'est de la confiance. Ça permet de distinguer les acteurs vertueux. Donc, c'est quand même essentiel en termes de transparence et de lisibilité. Le DPB, l'ensemble des CNIL européennes, a des échanges réguliers avec l'ENISA, notamment. En tout cas, on s'est écrit sur le sujet. Et nous sommes très attentifs à ce que le niveau élevé du schéma de certification qui est préparé par l'ENISA, qui est en cours d'élaboration, intègre dès maintenant des dispositions juridiques permettant l'application effective du droit européen. Et je pense notamment à la question de l'accès par des autorités étrangères aux données des Européens. C'est-à-dire que nous pensons que le niveau élevé de la certification de l'ENISA doit, comme le projet de consultation lancé par l'ANSSI sur sa nouvelle version du référentiel SecNum Cloud, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé en très bonne intelligence avec l'ANSSI, doit être aussi exigeante, le niveau élevé de certification de l'ENISA, que l'est le projet de certification de l'ANSSI. Francesco, very quickly, I just want Très rapidement, je voulais répondre à votre question et dire que dans Gaia-X, nous avons un cadre de labellisation qui fait partie du logiciel que nous développons et qui est conforme avec la stratégie d'ENISA. Nous avons commencé il y a quelques temps à regarder SecNum Club et tous les différents types de règles, le RGPD, toutes les réglementations, et nous avons collecté toutes ces règles dans un document unique et nous définissons maintenant une liste de critères et nous essayons de voir comment nous pouvons automatiser la vérification de ces critères, et nous sommes d'accord avec les différents niveaux d'ENISA. Nous allons travailler ensemble parce que nous pensons que c'est la seule manière de faire les choses, d'avoir une automatisation pour que ce schéma soit le plus rapide possible. Il faut créer la confiance, et si on le fait objectivement, c'est comme ça que ça se fait. Alors, je voulais dire que nous ne mettons pas en place cela sans base de travail. Il y a des schémas nationaux comme SecNum en France, le C5 en Allemagne et aux Pays-Bas, une autre initiative, et nous utilisons cela comme référence de base et nous appuyons sur ces schémas nationaux qui existent. Et lorsque on regarde aussi les pratiques du secteur industriel en Europe pour voir que les secteurs soient avec nous quand nous développons ces schémas. Et je veux dire que les fournisseurs de services cloud qui sont déjà inclus dans les certifications nationales n'ont rien à perdre parce que nous allons travailler ensemble, et en étant dans ces schémas nationaux, ils seront dans les schémas européens. Pietra, pour la dernière remarque, alors il faudrait dire que nous sommes plus forts ensemble. Les pays doivent avancer ensemble. Il faut vraiment le faire à l'international, et l'international c'est le mieux. Et nous avons aussi un conseil d'innovation sur les données qui inclut des PME, des ONG, et nous essayons de les rassembler pour travailler pour l'interopérabilité des API et pour vraiment développer des champions européens. Il protège, c'était donc le cas d'école très précis du cloud et du stockage des données en Europe. Alex, back to you.